Le projet a commencé, comme l'a mentionné Raouf Boussekine, à l'époque où j'étais résidente moi-même à l'IMERA et encouragée à essayer d'avoir des suites à ma résidence ici, au cours de laquelle j'avais participé à des cours et des séminaires. Et donc, avec le groupe Anthropomède, c'est-à-dire avec Alice Desclos, Karine Baxter, Pascal Ankar-Petitet, Sandrine Musso et Aline Saradon-Eck. Vous avez toutes les informations sur les membres du groupe et sur les intervenants dans votre livret. Avec elle, nous avons eu plusieurs réunions pour parler de nos intérêts, notre intérêt dans divers thèmes de l'anthropologie médicale. Et on était toutes très désireuses on avait toutes des expériences d'avoir contribué à des projets, d'avoir collaboré avec des chercheurs et des professionnels dans les sciences de la santé. Donc, on souhaitait mettre en commun cette expérience et en tirer quelques thèmes importants pour comprendre les thèmes, pour comprendre où on en est des collaborations interdisciplinaires. Et nous avons aussi remarqué que certains concepts qui sont utilisés dans une des disciplines prennent une signification assez différente quand on passe à l'autre discipline. Par exemple, le concept d'adhérence aux médicaments ou le concept de qualité des soins. Et donc, ça nous a un peu interpellés. Et c'est pour ça que nous avons appelé cet effort collectif, on l'a appelé convergence et dissonance, parce qu'on essaye de faire ressortir à la fois ce qui converge et ce qui ne va pas trop dans les efforts de collaboration. Alors, bien sûr, pour moi, c'est basé dans mon expérience de chercheur et de professeur au cours de ma carrière, où j'ai constamment essayé de jeter des ponts entre les disciplines dans mon enseignement, en introduisant des cours d'anthropologie dans une fac de santé publique, et dans mes recherches en amenant des personnes de différentes disciplines à collaborer sur des sujets. Par exemple, pourquoi la mortalité maternelle au Maroc avait des niveaux qu'on appelait africains dans les années 90 et qu'on attribuait à l'ignorance des femmes, leur manque de perception des risques dans les cercles de santé publique. Et pour moi, je n'étais pas satisfaite de ces explications, donc recherche sur le terrain pour comprendre les notions de risque qui en fait redéfinissent le problème d'une manière tout à fait différente. De même pour les questions de la circoncision féminine / mutilation génitale, il y avait toute une mobilisation de la santé publique, mais en fait on ignorait complètement qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Donc là, c'était une recherche plus bibliographique pour amener les deux perspectives qui étaient assez contradictoires. Je ne vais pas m'étaler sur les divers projets au cours desquels j'ai essayé d'amener des équipes à travailler ensemble, mais je mentionnerai qu'avec Alice Desclos, nous avons travaillé sur un projet de dépistage du sida, où là aussi, on essayait de combiner, d'intégrer approche de santé publique et approche d'anthropologie. Donc ça, c'est une des parties qui influence ce que je vais dire. L'autre, c'est une synthèse des publications à peu près des 20 dernières années franco- et anglophones. Et donc, ce n'est pas les publications sur des sujets particuliers, mais des publications qui cherchent à avoir une vue d'ensemble. Donc, dans un premier temps, je commencerai par la critique de la santé publique par les anthropologues. Et je vais résumer parce que nous avons commencé un peu tard. Mais en gros, on a plusieurs thèmes. Et le premier thème, c'est que ça ne va pas. Du point de vue des anthropologues, on a beau voir des augmentations de l'espérance de vie, des diminutions de la mortalité infantile, en fait, ces améliorations, elles occultent les problèmes, des problèmes qui restent invisibles quand on regarde des statistiques mondiales. Et je vois Sandrine sourire parce qu'à l'occasion d'une petite conférence que j'ai donnée à l'un de ses cours, ces étudiants étaient consternés de m'entendre parler des améliorations de la santé au niveau global,
parce que ça ne correspondait pas du tout à leur expérience de travailler avec des migrants, des personnes pauvres, etc. Donc, l'anthropologie a ce sens de mission de témoigner contre l'injustice et de rendre visibles les souffrances invisibles des personnes qui n'ont pas de voix ou qu'on ne voit pas. Donc, il y a une sorte d'opposition avec la santé publique qui tend à regarder ce qui est très général. L'autre grande critique que fait l'anthropologie de la santé publique, c'est mistrust, comment on dit, le manque de confiance dans ce qu'on appelle en anglais evidence-based medicine, les essais randomisés. Tout ça, c'est vraiment en train de résumer de manière très autoritaire, si vous voulez, des informations qui ne rendent pas justice à ce qui se passe auprès des individus. Et on contraste, par exemple, Vincan Adams, qui est une des grandes critiques, ou Joao Bill, qui ont publié beaucoup de volumes et d'articles sur le sujet de la santé publique et l'anthropologie. Ils contrastent ce qu'ils appellent les metrics, c'est-à-dire les résumés statistiques qu'ils jugent très grossiers, avec l'ethnographie fine. Et ils sont aussi très critiques des processus d'évaluation qui mettent l'accent sur les outputs plutôt que sur les process. Donc, sur qu'est-ce qu'on a au bout, mais on ignore tout ce qui se passe avant qu'on ait notre résumé. Qu'est-ce que l'espérance de vie? Qu'est-ce que l'adhérence aux médicaments? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mal parties pour évaluer vraiment qu'est-ce qui se passe. Et il y a aussi un mot qui est utilisé dans la littérature anglo-saxonne, c'est le projectification of health. La santé devient un domaine de projet. On essaye d'influencer la santé, on ignore d'autres aspects de la vie des gens, on ne voit pas qu'ils sont pauvres et que c'est pour ça qu'ils sont en mauvaise santé, on essaye juste de se focaliser sur des vaccins, sur des médicaments, sur des interventions pratiques et biologiques. Et un quatrième thème qui est dans cette lignée, si vous voulez, de critique, c'est que, bien sûr, les organisations internationales, elles parlent de droit à la santé, d'égalité de chance, etc. Mais en fait, il y a un grand décalage entre cette rhétorique universaliste et les réalités du terrain. Un autre thème qui apparaît dans les écrits des anthropologues qui parlent de médecine sociale ou santé publique, c'est qu'ils sont très conscients des racines coloniales de la santé publique qui a émergé au moment où les différents pays avaient à confronter les épidémies dans les colonies où ils essayaient d'extraire les ressources. Et donc, aujourd'hui, ces racines se manifestent par une sorte de tendance d'ordre mondial, donc c'est assez hiérarchique. Et ça continue cette tradition un peu coloniale des mondes du tiers-monde qui est soumis aux autres. De plus, par ses racines historiques aussi, la santé publique est souvent dans une position de surveiller, la surveillance, on aura des présentations là-dessus, de discipliner, de changer les comportements des gens et donc de stigmatiser. Et enfin, une autre critique, c'est que les gens en santé publique, en médecine sociale, ils n'y comprennent rien à la culture. Ils veulent la culture comme explication de tout ce qui ne va pas. Pourquoi les gens n'obéissent pas aux recommandations de santé publique? C'est leur culture. Pourquoi ils ne vont pas aux services de santé? Il y a des barrières culturelles, etc. Et donc, ils simplifient. La culture devient un facteur dans des analyses statistiques. Et il y a la notion aussi qui a été critiquée, c'est le culturalisme. C'est justement qu'à chaque fois que ça ne va pas, on attribue ça à la culture. De l'autre côté, critique de l'anthropologie médicale par les gens en santé publique. Et là, c'est un peu plus délicat parce que je pense qu'il y a plus de personnes en santé publique ici, donc je vais peut-être m'exposer à des réponses critiques. L'anthropologie a une contribution assez décevante quand on réfléchit à ce qui se passe au niveau de l'international de la santé. En tant que discipline, les concepts sont très divers et les méthodes sont quasi inexistantes. Quand on lit souvent les rapports des anthropologues, c'est un peu « trust me », faites-moi confiance, j'ai passé beaucoup de temps, je connais la langue, j'ai écouté tout le monde,
on ne voit pas ni les tailles d'échantillons, ni combien de temps on a passé dans différents endroits. C'est assez minime, souvent, pas toujours. Et ensuite, il y a une sorte de disagreement. On n'est pas d'accord, si vous voulez, entre anthropologie et santé publique sur le rôle des méthodes rapides. Parce que les projets, ils n'ont pas le temps d'attendre une année d'immersion totale dans le terrain. Donc, ça s'est traduit par des méthodes qualitatives que les anthropologues trouvent peu sensibles et grossières. Et alors, les personnes en santé trouvent que les recommandations des anthropologues pour améliorer ce qu'on fait sont assez peu précises. Par exemple, Vincan Adams parle de slow anthropology, slow research, prenez votre temps. D'autres parlent d'une lanterne empirique. Vous voyez, c'est très métaphorique, mais ça ne se traduit pas par des méthodologies assez claires qu'on pourrait suivre si on cherche à généraliser cette approche. Ensuite, il y a l'autre critique, c'est que l'anthropologie n'est pas toujours en train d'essayer de mesurer un monde extérieur de manière standardisée. Il préfère le particularisme des circonstances. Et souvent dans les écrits, et là je traduis, c'est pas nécessairement mon opinion, mais je vous dis ce qui est écrit, il y a une compréhension qui est parfois très limitée des phénomènes cliniques et médicaux. Par exemple, si vous prenez le sujet de l'obésité qui préoccupe beaucoup de personnes mondialement, dans les écrits anthropologiques, on rencontre souvent l'idée que l'obésité comme maladie, comme épidémie, c'est une création de personnes qui sont des professionnels de santé qui ne comprennent rien aux notions du corps ou bien aux violences structurelles auxquelles sont soumises les personnes pauvres qui n'arrivent pas à bien manger. La malbouffe, ce n'est pas nécessairement un péché des individus, c'est un résultat des problèmes structurels. Ou bien ils disent, mais enfin, l'obésité, ça n'a vraiment pas de conséquences pour la santé, alors que les statistiques montrent de manière absolument probante qu'il y a une association très claire entre le surpoids et divers problèmes de santé. Et donc, on arrive parfois à un manque de compréhension. J'arrive à la dernière partie de ma présentation, qui est les leçons et les défis de l'interdisciplinarité. En fait, si on regarde un petit peu ce qui est écrit des deux côtés, il y a pas mal de chercheurs et de praticiens qui ont qui ont eu des expériences réussies de collaboration. Et on peut dégager certains thèmes communs sur lesquels on pourrait revenir. D'abord, il y a une éthique universaliste dans les deux camps. Les objectifs de développement durable qui résument ce que les organisations internationales se sont engagées à faire dans les années qui viennent, ils essayent d'englober les facteurs sociaux, le genre, les inégalités. La sous-discipline de l'épidémiologie sociale qui est enseignée dans pas mal d'universités, elle a aussi vraiment à cœur la réduction des inégalités à laquelle tiennent les personnes qui travaillent dans l'anthropologie médicale. Et il y a eu un gros effort il y a une dizaine d'années pour incorporer ce que les gens du côté santé publique, médecine ont appelé les déterminants sociaux. Ça fait frissonner parfois les personnes qui préfèrent avoir une vue plus globale de la société et de son influence, mais il y a eu de gros efforts pour vraiment inclure ces déterminants sociaux et structurels, et la commission qui avait été fondée par l'Organisation mondiale de la santé à l'époque où j'y étais encore, c'était Commission on the Social Determinants of Health. Et le président de cette commission, Sir Michael Marmot, qui est un Anglais qui a étudié à Berkeley dans les années où Berkeley était un centre très social et gauchiste, alors il dit « Social injustice is killing people on a grand scale ». Les injustices sociales tuent à très grande échelle. Et ça, ce n'est pas un anthropologue, c'est quelqu'un qui vient de l'autre bord. Donc il y a pas mal de points communs. Il y a eu beaucoup d'opportunités de collaboration qui ont eu des résultats très positifs, de recherche et de plaidoyer. Les épidémies de VIH et d'Ebola ont vraiment mis la lumière sur beaucoup de facteurs sociaux de ces maladies. Aujourd'hui, dans tous les pays, on assiste à un chamboulement des modèles de soins.
les modèles de soins qui étaient paternalistes, où le médecin disait aux patients ce qu'il fallait faire, où il fallait adhérer à des traitements, sont remplacés par, du moins dans ce dont on parle, par des approches beaucoup plus collaboratives. On appelle patient engagement, l'engagement des patients. C'est très très fort. Par exemple, le New England Journal of Medicine avait une rubrique à chaque fois qui avait trait à l'engagement des patients, comment on peut faire. Donc tout ça, ça représente de très importantes opportunités pour les anthropologues de collaborer avec des gens qui sont très demandeurs d'avoir, OK, comment j'inclus le contexte social du point de vue de mes données sur les patients, comment je peux mieux les aider à surmonter les obstacles sociaux qui font qu'ils n'ont pas de bonne santé. Si on regarde des revues médicales, il y a beaucoup d'opportunités pour réfléchir à tout ça. Et c'est une recherche à la fois appliquée, donc ce n'est pas avec ça qu'on va avoir une admiration de ses collègues très intellectuels, mais c'est un début et ça peut avoir des retombées théoriques très importantes. Les défis, et c'est ma dernière diapo, il faudrait éviter des pièges. Le piège de l'expertise culturaliste où l'anthropologie médicale est le domaine vers lequel on se tourne pour avoir des explications un peu exotiques des comportements des gens dans différents pays, ou bien alors d'avoir une autre attitude qui est « moi je critique le néolibéralisme, je suis contre ». En anglais, on dit « naysayer ». Naysayer, c'est les gens qui disent toujours « non, ça ne va pas marcher ». Vous ignorez tout ce qui ne va pas dans le monde. Vous essayez de mettre un band-aid sur une grosse blessure. Il faut regarder plus haut. Vous perdez votre temps. Bon. Donc, il faut éviter les deux carbides et Scylla, parce que c'est ça dans la mythologie, les deux pièges du culturalisme et de la critique du néolibéralisme. Il faut surmonter des contraintes qui sont souvent préexistantes dans les projets. Les personnes qui ont collaboré dans des projets, très souvent, c'est les sciences médicales qui ont l'argent, les financements, l'autorité, et on amène souvent les anthropologues comme complément d'une recherche plutôt que comme objet de réflexion centrale pour définir le projet. Ou bien on les amène à la fin pour leur dire « Écoutez, je ne comprends pas mes statistiques, pourquoi j'ai cette association ? Dites-moi pourquoi ces gens ne réfléchissent pas comme nous. Dites-moi qu'est-ce qui se passe sur le terrain qui fait que… Ils ne prennent pas leurs médicaments, ils ne veulent pas de vaccins, etc. Donc, on amène des anthropologues à la fin. Il y a aussi des difficultés conceptuellement de trouver des concepts qu'on définit de la même manière. Et il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Donc, il faudrait construire sur ce qui a été déjà fait par l'anthropologie, sur des sujets que j'ai notés ici, les politiques de santé, le pluralisme, la santé mentale, la perception des risques. Et je termine avec une question. Comment pourrait-on définir une ethnographie qui est suffisamment bonne? Ce n'est pas le top du top de l'ethnographie, mais c'est quelque chose qui est suffisamment bien pour ne pas déformer la réalité et pour influencer les politiques. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Donc, moi, je vais intervenir après cette synthèse très claire et qui donne envie de discuter de la part de Carla. D'abord pour témoigner du bol d'air que constituent ces journées, et pour moi et pour, je pense, un certain nombre d'entre vous. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi d'atténuer des ignorances réciproques, des stéréotypes, des méconnaissances et mettre à jour des antagonismes et des convergences. Donc moi, je joue un peu le rôle dans cette introduction de local de l'étape, c'est-à-dire que j'enseigne à Aix-Marseille Université et je voulais aussi revenir dans mon intervention sur ce que ça veut dire dans la vie réelle, concrètement, essayer de monter des parcours d'enseignement dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui. Et ça permettra notamment d'aborder une question qu'on voulait aborder. Ce séminaire a été maintenu alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un mouvement social très important en ce moment, notamment autour des questions de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et justement, je vais vous montrer combien les questions soulevées par la colère actuelle renvoient à des vrais obstacles concrets et quotidiens sur ce que ça veut dire dans la vraie vie, essayer de construire des formations interdisciplinaires.
Alors, avant d'en arriver à des choses très terre à terre, je vais quand même vous mettre cette petite phrase de Marcel Mauss que j'aime beaucoup dans ce texte, Les techniques du corps, où il écrit « Quand une science naturelle fait des progrès, elle ne les fait jamais que dans le sens du concret et toujours dans le sens de l'inconnu. Or, l'inconnu se trouve aux frontières des sciences, là où les professeurs se mangent entre eux, comme dit Goethe. Je dis mange, mais Goethe n'est pas si poli. C'est généralement dans ces domaines mal partagés que gisent les problèmes urgents. C'est là qu'il faut pénétrer. » Donc on voit que cette question de l'interdisciplinarité, qui est devenue un peu une catégorie de la novlangue managériale, elle existe en fait depuis longtemps et elle est au cœur de notre discipline, en tout cas de la discipline de l'anthropologie, à une époque où Marcel Mauss définit l'anthropologie comme étant l'addition de la biologie, de la psychologie et de la sociologie. C'est un autre point commun peut-être entre anthropologie et santé publique, c'est cette volonté d'une vision totalisante, d'une approche holistique. Je pense aussi que ça fait partie des choses qui sont transversales et qui, du coup, posent aussi d'autres questions, c'est-à-dire celle des frontières du social et du biologique, tout comme du contenu stabilisé des deux termes que sont le social et le biologique, les interfaces et les assemblages que ça demande de penser. Et puis la discipline, on le sait, c'est une opération de domination avant d'être une structure de production du savoir. Donc, comme tout problème de ce type, eh bien, l'interdisciplinarité, elle demande aussi de penser qu'est-ce qu'une discipline, quelles sont ses frontières. Et du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire dans les invitations, c'est aussi dans les choix des participants d'inviter des personnes qui ont déjà une expérience de ces frontières, qui sont au bord de chacune de leurs disciplines. Et donc, je pense que c'est une perspective qui ne peut qu'être riche. Je vais développer 3 points maintenant, un peu le contexte dans lequel nous sommes, pour ceux qui ne sont pas familiers d'Aix-Marseille Université ou de l'INERA, et puis vous faire un compte-rendu bref de quelques initiatives que j'ai pu conduire ces 8 dernières années, et enfin l'existant et l'avenir. Alors le contexte, pour ceux qui n'ont jamais été à une réunion de rentrée à l'AMUS, c'est ce qu'on entend. Nous sommes la plus grande université francophone du monde. L'interdisciplinarité et l'innovation sont des marqueurs forts d'AMU, tant en matière de recherche. Dans une lettre numéro 74 de l'AMU, il est même écrit que l'ADN fait partie, l'interdisciplinarité est l'ADN de cette université, qui figure parmi les toutes premières universités françaises au classement de Shanghai, puisque c'est maintenant comme ça qu'on présente les universités. Donc il y a aussi 5 pôles de recherche intersectoriels et interdisciplinaires qu'on appelle les PR2I, énergie, environnement, humanité, santé et sciences de la vie, sciences et technologies avancées. Sachant que ces pôles de recherche intersectoriels et interdisciplinaires, pour participer à celui humanité et avoir vu par le truchement d'Aline Saradon les débuts du pôle santé et sciences de la vie, se retrouvaient des entre-soi où, en fait, s'échange très peu d'interdisciplinarité, en tout cas au sens de confrontation de sciences sociales avec des sciences du médical. Nous avons ensuite l'initiative d'excellence, l'AMIDEX, et nous avons ce lieu, l'IMERA, qui est un lieu de, justement, qui est un lieu de la promotion de l'interdisciplinarité dans l'institution qu'est l'AMU. On a un contexte aussi particulier à Aix-Marseille Université. C'est toute une histoire locale très riche et importante dans la constitution de ce domaine, à partir de la faculté de droit et de sciences politiques, qui est une caractéristique aussi historique à rappeler. Ce n'est ni en médecine ni en sciences sociales qu'est née ici l'anthropologie médicale. Et puis on a eu 2 grands noms qui sont aujourd'hui présents. L'un ne l'est pas, c'est Jean Benoît, mais dans cette salle, il y a Yannick Jaffré, Anne Lovell, Alice Desclos, des gens qui ont contribué localement à donner ces lettres de noblesse aussi à l'anthropologie médicale. Alors, le contexte en termes d'état des forces aujourd'hui de l'anthropologie médicale, avec la fusion universitaire qui fait d'AMU la plus grande université francophone du monde, c'est en 2012 la perte de plusieurs postes, départ à la retraite ou départ tout court, la disparition d'un DU qui était quelque chose d'extrêmement important
dans la pratique concrète de l'interdisciplinarité, le certificat international d'écologie humaine. Je vais maintenant passer à quelques initiatives, des choses assez terre-à-terre, pour vous montrer donc ce que ça peut vouloir dire pour de vrai, essayer de faire des choses en matière d'interdisciplinarité et dans le domaine de l'enseignement. Je m'occupe donc depuis quelques années d'un parcours santé du master recherche en anthropologie. Il y a tout un travail préalable. Tous les 4 ans, à l'université, on a des maquettes qui deviennent un petit livre rouge auquel on ne peut pas déroger. Et il y a tout un travail invisible et préalable de montage de maquettes pour faire des parcours de master dans des contraintes budgétaires et institutionnelles particulières. Donc, nous avons essayé avec Pascal Adalian, qui s'occupe à la faculté de médecine, d'anthropologie biologique et de médecine légale, de créer un parcours qui serait un parcours commun, faculté de médecine, et enfin en tout cas à la médecine et à l'anthropologie, autour de l'anthropologie médicale. Et ça a été une fin de non-recevoir, puisqu'il n'était pas possible en fait de créer un parcours qui implique des composantes différentes. Ensuite, on a dû créer des maquettes dans le champ, en tout cas de la composante des sciences sociales, avec des budgets très contraints, ce que mes partenaires de la faculté de médecine appelaient une adhésion à la règle de soutenabilité financière qu'ils trouvaient vraiment très importante dans le périmètre des sciences sociales. Et du coup, ça veut dire qu'on a perdu un très grand nombre d'heures de cours délivrés aux personnes qui font ces formations, dans un contexte où des personnes qui ont fait des études de médecine peuvent accéder directement à un Master 2. Je m'excuse d'être un peu technique, mais c'est aussi ça qui se joue. Et que donc, en Master 2, en anthropologie, eh bien, c'est une année qui est dédiée au terrain. On revient à des questions que tu as soulevées. Donc, la mutualisation de cours, elle donne aussi lieu, entre composantes, à la confrontation à des sous-cultures professionnelles. En médecine, les cours durent une semaine intensive, ce qui vient complètement se confronter avec l'emploi du temps qui a cours dans le périmètre des sciences sociales, où les cours sont d'une semaine à l'autre. Le recours à des personnes qui ont des savoirs situés et pertinents en termes de collaboration avec la santé publique et l'anthropologie médicale se retrouve sans arrêt confronté à des logiques bureaucratiques et administratives qui y font obstacle. Et par exemple, pour donner juste une toute petite vignette, une personne qui est chercheur invité à l'IMERA cette année, Géraldine Mossière, qui est spécialiste d'anthropologie du religieux, des migrations, qui a beaucoup travaillé sur les questions de guérison et santé. On a collaboré ensemble à partir de mai dernier pour construire ensemble le cours d'anthropologie de la santé. Et nous avons appris le 3 septembre, les cours commençant le 7 ou le 8, qu'elle ne pouvait pas être recrutée comme chargée de cours. Et j'ai appris moi-même à cette occasion, j'ai dû apprendre à l'administration que l'IMERA faisait partie d'Aix-Marseille Université, laquelle administration l'ignorait. Donc, le problème, c'est que du coup, on se retrouve avec des enseignements qui vont être trop anthropologiques pour des étudiants qui viennent de master de médecine. Il n'y a pas assez de prérequis pour eux, et pas assez pour les anthropologues, pour les étudiants dans l'anthropologie et la formation initiale. Et il y a tout un travail, du coup, pour essayer de bricoler des choses et de coordonner, travail invisible et très chronophage. L'une des solutions, ce serait de justement remonter des choses qui ont disparu, des diplômes universitaires qui permettaient une sorte de sas avant l'entrée, l'engagement dans un master, et puis une confrontation aussi des personnes. Mais c'est aujourd'hui, du point de vue de la composante des sciences sociales, un véritable parcours du combattant de monter un diplôme universitaire en l'absence de support logistique, administratif, et quand les heures que vous donnez en diplôme universitaire interdisciplinaire sont invisibles dans vos heures de service, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Donc, je voulais juste revenir sur l'affichage versus les réalités. Un collègue de
médecine me disait au téléphone la semaine dernière quand je lui parlais de cette rencontre, l'interdisciplinarité, tout le monde l'affiche, mais personne ne la recrute dans un contexte de gestion de la pénurie qui vient s'opposer à des parcours interdisciplinaires et dans un contexte de précarité assez grande, notamment pour ceux qui ont une formation initiale ou des diplômes en anthropologie. Alors, pour avoir une note plus positive, il y a bien sûr des choses qui existent et des choses très stimulantes. Un séminaire qui existe depuis maintenant 3 ans, Frontières, temporalité, matérialité au prisme de la santé, qui réunit différents laboratoires et puis différentes institutions de recherche et qui est un véritable espace d'échange. Et puis, il y a des collaborations locales stimulantes à partir de demandes, notamment venant du secteur associatif. Il y a un projet d'institut des sciences de la santé publique et sciences sociales qui est porté par Roch Georgi. Et puis, j'ai appris hier qu'il allait y avoir une réunion dans le périmètre à l'ESH autour de la nouvelle organisation des études de santé et la façon dont les sciences sociales pourront y être associées, qui est une bonne nouvelle. Et puis, il y a ces 2 journées. Mais on a maintenu ce séminaire en dépit des grèves et je voulais donc y dédier mes dernières paroles. J'ai lu hier un papier de Valérie Robert dans The Conversation sur le manque de moyens à l'université. Concrètement, ça veut dire quoi, que j'ai trouvé extrêmement clair et documenté. Et puisque les anthropologues aiment bien les catégories émiques, je vais vous en partager une. J'ai entendu dans les couloirs de ma composante dire que l'Iméra, c'était la boutique Hermès d'Amu, c'est-à-dire une île, en fait, d'enchantement interdisciplinaire et de promotion dans un océan qui ressemble à celui-là en ce moment. Là, c'est une petite affiche faite par une chercheuse de mon laboratoire, le Centre Norbert Elias, autour du cauchemar de Darwin, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le directeur du CNRS a évoqué le fait qu'il fallait une loi inégalitaire et darwinienne pour réformer la recherche et l'enseignement supérieur. Et ma dernière photo sera donc celle des étudiants, personnels enseignants d'Université Aix-Marseille en lutte. Je nous souhaite beaucoup d'indiscipline et de riches échanges pour ces 2 jours et je vous remercie de votre attention.